Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Finance Lab. Aujourd'hui, on a posé une question, 2025, une année presque trop facile. Cette question est bien entendu ambitieuse et nous laisse perplexes dans le contexte que nous avons eu hier avec des mouvements de marché importants sur le Nasdaq et notamment sur le titre Nvidia. Pour essayer de répondre à cette question, on va essayer d'utiliser notre expérience d'investisseur sur les 20 dernières années et nous allons, par une approche, par facteur de risque, essayer de répondre à 6 points. Le premier point, 2025, une année presque trop facile. Pour faire face à une telle exclamation, on va présenter notre lecture des marchés hebdomadaires. C'est une lecture avec des signaux risk-on, risk-off qui concernent l'ensemble des classes d'actifs, tous les marchés financiers, et qui nous est très utile dans une lecture régulière de voir l'évolution du risque, les sources de risque, dans quelle classe d'actifs, et est-ce que nous avons un transfert du risque d'une classe d'actifs vers une autre classe d'actifs. Et c'est très important pour nous, dans une journée comme celle d'hier, de voir si le mouvement de marché correspond à du risque systémique et le démarrage d'un marché durablement baissier, ou est-ce qu'il ne s'agit tout simplement que d'un simple ajustement du marché en termes de valorisation. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est bien entendu de discuter, de réfléchir aux politiques de Trump en 2025, analyser la crédibilité des décrets de Trump et des risques associés dans l'environnement macroéconomique de janvier 2025. Le troisième point sera un petit peu de faire une rétrospective sur 2023-2024 concernant les risques macroéconomiques côté américain associés à des taux d'intérêt élevés et notamment se remémorer tout de même la faiblesse du marché de l'emploi en 2024 et la faiblesse du marché immobilier américain en 2023 et 2024 dans un contexte de taux d'intérêt élevés et aujourd'hui toujours élevés. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est véritablement la question que nous allons poser dans ce troisième point. Quatrième point, il est indispensable, compte tenu de cette semaine, de revenir très rapidement sur la Fed, de notifier que la Fed apporte bien entendu une attention au taux d'intérêt court dans le cadre de sa mission, mais a un regard très pointilleux sur les taux d'intérêt long terme, compte tenu des impacts que ces taux peuvent avoir sur le marché de l'immobilier américain dans un contexte de changement de politique économique aux États-Unis. Le cinquième point, on va discuter de nos prix cibles, de nos prix target, et mettre en avant deux aspects. Le premier aspect, on a d'un côté au niveau américain, classe d'actifs, actions, des indices qu'on pourrait considérer comme chers. Et de l'autre côté, nous avons des obligations d'État américaines qu'on pourrait considérer, selon notre approche, correctement évaluées, voire même peut-être légèrement sous-évaluées, ou en tout cas qui peuvent devenir à un niveau de 4, 6, 5% à 10 ans attractives. Sixième et dernier point, l'idée pour nous quand même aujourd'hui, elle est de utiliser toute cette narrative, toute cette analyse qui couvre des horizons de temps différents, de une semaine à un mois, de 3 mois à 6 mois, essayer de les intégrer dans la construction d'un portefeuille et essayer de voir comment nous pouvons faire refléter nos convictions et nos signaux quantitatifs dans un portefeuille multi-asset class en dollars, et nous allons vous le présenter dans le cadre du lancement de notre produit AMC format fonds Quantamental. Pour répondre à la première question qu'on a posée, à savoir mettre en place une grille d'analyse signalétique, risk-on, risk-off, qui couvre un horizon de temps, comme vous pouvez le voir ici, de une semaine à 3 mois. On va utiliser donc des risques facteurs US, américains, qui vont suivre cette typologie ici, que vous connaissez déjà.
Les techniques momentum, vous en avez forcément entendu parler. Quelles sont les meilleures tendances du marché, les meilleurs actifs? On l'applique à toutes les classes d'actifs. Et nous notons ici que l'equity momentum reste fort aux États-Unis. Il est risk-on. Nous le considérons comme risk-on. Ensuite, les indicateurs de risque systémique. Ils sont faibles aujourd'hui et depuis quelque temps. Ils sont risk-on. Et ceci nous donne comme information que l'on n'anticipe pas pour le moment de baisse durable et significative des marchés financiers actifs risqués, actions et spreads obligataires à haut rendement, ce qu'on appelle en anglais les US High Yield. Troisième élément qu'il faut regarder, c'est le sentiment du marché, sentiment de l'investisseur, mais aussi tout simplement l'aversion au risque des investisseurs, côté États-Unis comme côté européen. Au niveau du côté américain aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui, le sentiment est plutôt risk-off. C'est assez intéressant de voir qu'on a peu de risques systémiques, on a un momentum en facteur des actifs risqués, mais le sentiment, lui, est plutôt négatif. Quatrième élément que nous allons regarder, c'est le risque politique. Comme vous le savez, il est très élevé aux États-Unis et surtout en Europe. On vient d'avoir l'élection de Trump, on a les décrets, ça crée des incertitudes économiques, des incertitudes politiques. Côté européen, on a la fragilisation de la politique économique française, de la politique économique allemande et des autres pays. Ça crée des incertitudes politiques et économiques. Le risque est donc off autant côté américain que côté européen, mais sur cette map ici, nous nous concentrons sur le côté américain. Et le dernier point qui est pour nous très important, c'est la bonne santé de l'économie américaine. Est-ce qu'elle est résiliente? Et nous allons l'aborder sous trois piliers. Le premier pilier, le marché de l'emploi. Le deuxième pilier, ça va tout simplement être l'industrie manufacturière et des services. Et le troisième pilier, qui est fondamental selon nous, c'est le marché de l'immobilier américain. Comme vous le savez, quand le bâtiment va, tout va. Il est important de regarder ce marché aujourd'hui, particulièrement dans un contexte de taux d'intérêt sans risque 10 ans élevé, et donc par définition de taux hypothécaires, on dit en anglais mortgage, qui sont au-dessus des 6% à 15 ans. Donc il faut bien voir comment se comporte ce marché actuellement. On arrive à cette grille d'analyse qui couvre l'horizon de temps de 1 semaine à 3 mois. On la suit de manière hebdomadaire. Elle est un petit peu dense, on s'en excuse. Comme vous pouvez le voir, vous retrouvez les éléments que je viens d'évoquer il y a quelques secondes, à savoir en haut du tableau, vous avez les techniques momentum. Ensuite, vous avez les indicateurs de risque systémique. Vous avez des indicateurs de volatilité et de transfert des risques du marché action vers les autres classes d'actifs. Vous avez le comportement des spreads de crédit et vous avez ce qu'on appelle un dernier indicateur de risque systémique qui nous dit est-ce qu'il faut protéger les portefeuilles ou pas. Vous avez ensuite nos indicateurs de sentiment, d'aversion au risque côté américain, côté européen et le sentiment de l'investisseur américain ici. Vous avez enfin le risque politique côté américain, côté européen. Et tout à la fin du tableau ici, vous avez ce qu'on appelle les indicateurs macro leading indicators qui concernent les trois piliers que je viens de vous évoquer, marché de l'emploi, industrie des services et manufacturières et le marché de l'immobilier. Vous avez des couleurs, pas semaine après semaine, vous voyez, donc du 18 décembre, 31 décembre, le mois de janvier et vendredi dernier. Vous avez tout simplement les résultats sous la forme de couleurs, avec des signaux qui sont risk-on, risk-off. Risk-on de couleur très très bleue, ça veut dire que l'indicateur est pleinement risk-on et suggère pleinement d'acheter du risque. Donc, grosso modo, on est dans un marché très confortable, très constructif, où l'on peut prendre des risques, acheter des obligations à haut risque, acheter des actions, acheter des éléments risqués sur les marchés. On n'anticipe pas de baisse durable et significative sur les marchés. Par opposition à une couleur très très rouge, risk off, où le marché nous dit de couper le risque, de réduire le risque de manière significative dans les portefeuilles. Et c'est ainsi que nous avons une approche par facteur de risque. Quand les risques sont omniprésents dans la grille ou très présents, on coupe le risque. En revanche, quand il y a peu de risques ou pas du tout de risque,
on investit pleinement dans les actifs risqués. Comme vous pouvez le voir à la date de vendredi, et j'ai regardé ce matin, nous avons exactement les mêmes résultats, les mêmes couleurs au cours de clôture de hier soir, à savoir que l'événement Nvidia est tout simplement un événement de surévaluation et ne correspond en rien à un problème de risque systémique sur les marchés. Vous voyez ici que globalement, l'intégralité, à une exception près de nos indicateurs, suggère d'être investi dans le risque. Indicateurs, momentum et de risque systémique de marché. Le sentiment est plus mitigé, comme vous pouvez le voir, puisqu'on a un sentiment qui est plutôt positif en Europe et négatif aux États-Unis. Le risque politique est clairement risk-off au regard de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis et en Europe. En revanche, l'économie américaine est résiliente, elle s'améliore sur les trois piliers fondamentaux de l'économie, immobilier, manufacturing et services et marché de l'emploi. Quand on lit cette colonne, j'ai envie de dire, au-delà des risques de sentiments qui pour nous ne sont pas fondamentaux, on est suggéré d'être investi actuellement dans les actifs risqués. Vous me direz à quoi sert ce type de feuille, de structure qui est pour nous rationnelle, qui est une structure froide, qui évacue le bruit de marché. Mais si on regarde ce qu'il s'est passé l'été dernier, rappelez-vous, au mois d'août, le 5 août 2024, le marché était très volatile, je m'en rappelle. Pour certains d'entre vous, vous étiez en vacances, en famille. Et effectivement, les investisseurs, les clients nous appelaient et nous disaient, Frédéric, écoute, on a un problème, le marché bouge beaucoup. On a tout de même des mouvements importants sur les actions. Et là, vous avez cette feuille qui vous dit, on va regarder ici la colonne au 5 janvier, effectivement. Depuis la fin du mois de juillet, on a quand même une évolution des couleurs, des signaux. Le momentum est passé risk-on à risk-off. On a un signal risk-off léger, qui n'est pas très rouge, mais les indicateurs de risque systémique ne sont pas au rouge, ils restent risk-on. Alors c'est plutôt encourageant, puisque ceci suggère plutôt, comme hier d'ailleurs au passage, une correction saine du marché et non pas une prise de panique. Nous regardons ensuite les indicateurs d'aversion au risque et nous regardons en bas du tableau les indicateurs leading. Et effectivement, là, au mois d'août l'année passée, c'était un petit peu plus compliqué qu'hier, puisqu'on avait quand même un marché de l'emploi aux États-Unis qui était fragile. On avait un marché de l'immobilier qui se détériorait. Par contre, nous avions une économie américaine qui était, du point de vue manufacturier et des services, résiliente et robuste. Donc, la conclusion était, attendons quelques jours de voir comment évolue le marché. À ce stade, il ne faut pas baisser le risque le 5 août. Nous n'avons pas baissé le risque le 5 août. Nous avons regardé ensuite l'évolution du marché le 8 et le 16 août. Et nous avons vu que les choses se sont très rapidement améliorées. Ce type de structure, froide et rationnelle, dans le cadre d'un comité d'investissement, est très utile pour garder la tête froide dans la prise de décision et ne pas s'emballer dans le bruit du marché. Ça nous a servi au mois d'août l'année passée à ne pas baisser le risque au pire des moments, à savoir le 6 août. Mais que s'est-il passé avec ce type d'analyse, rappelez-vous, en 2017? Alors là, vous allez me dire, nous sommes en janvier 2017, la feuille fait une photographie du marché du 31 octobre 2016 au 28 février 2017. Et là, je dirais, nous avons une vague bleue. Tous les indicateurs sont au bleu, au niveau des momentum, au niveau des risques systémiques, au niveau de l'aversion au risque, au niveau même du risque politique. On a eu des petits mouvements avec l'élection de Trump, bien sûr, de risque politique, risk-off, mais les choses se sont très vite corrigées. Et nous avions en bas du tableau, et je souhaite souligner cet aspect, un marché de l'emploi, un marché manufacturier aux États-Unis et des services, et un marché immobilier qui était extrêmement positif et robuste. C'est 2017, début 2017, au moment de l'investiture de Trump. C'est très important puisque aujourd'hui, si vous regardez ce slide, qui est très intéressant, sur la gauche du slide, nous analysons la situation fin 2016, début 2017, et sur la droite, nous analysons la même situation, mais aujourd'hui, de novembre 2024 à janvier 2025.
Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez ici, si nous regardons le marché de l'emploi. Nous avons un taux de chômage de 4,7% fin 2016, début 2017, avec un niveau de salaire annualisé de 2,2%. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un taux d'emploi de 4,1% et des salaires à 4%. Donc un marché de l'emploi bien plus robuste, mais attention, des salaires bien plus élevés. Le deuxième point, c'est l'industrie manufacturière et des services. Très intéressant de noter qu'en termes de dynamique et d'analyse, nous avons constaté que nous étions finalement à un croisement identique des chemins entre fin 2016 et début 2025. L'économie américaine était tout aussi robuste et résiliente à ces deux époques. On a véritablement, en termes de dynamique, pas de changement. En revanche, troisième élément, le marché de l'immobilier américain était en fin 2016 très robuste, très porteur, alors qu'en 2023 et 2024, on a noté des signes de faiblesse et de détérioration de ce marché de l'immobilier, bien que nous ayons eu fin 2024 une amélioration soudaine et significative. Il faut suivre ce marché dans un contexte de taux d'intérêt qui était de 2,4%, le taux 10 ans US fin 2016, début 2017, alors qu'il est aujourd'hui à 4,6. Les mortgages qui, bien entendu, à 15 ans, les taux hypothécaires américains qui dépendent, bien entendu, du taux 10 ans, étaient à 3,3% à la première investiture de Trump et à la seconde, aujourd'hui, nous sommes à 6,14, le double. L'inflation anticipée par le marché était de 3%, alors qu'aujourd'hui, elle est de 4,8%. L'indice action S&P 500, ainsi que d'ailleurs le Nasdaq, étaient à leur juste valeur en 2016. Il est aujourd'hui, et c'est la discussion que nous avons eue hier sur le marché, il est cher, notamment lié à certains titres de la technologie, de l'intelligence artificielle, des titres qui sont extrêmement sensibles aux mouvements de taux d'intérêt longs et aux nouvelles mauvaises sur les cash flows, les résultats attendus sur les 12 et 10 prochaines années. L'épisode que nous avons vécu hier, on n'a pas eu un risque systémique, on n'est pas dans un bear market, on est dans un marché sur certains secteurs, certains titres qui est un peu cher et qui doit faire l'objet de corrections. Je pense que c'est les événements que nous allons subir cette année et que nous allons devoir intégrer. Politique monétaire américaine, en 2005, en 2016, effectivement, la Fed augmentait les taux sur une base de 50 basis points. C'était des taux relativement bas, alors qu'aujourd'hui, la Fed a démarré un programme de baisse des taux sur un point de départ à 5,5. La politique de Trump, dans ce contexte, politique aujourd'hui qui est beaucoup plus offensive au niveau des tarifs douaniers et de la politique migratoire, peut avoir une influence sur les salaires et sur les taux longs, les taux de mortgage et sur les problèmes de valorisation des actions. Il est clair qu'une politique migratoire qui viserait à exercer des pressions sur les salaires, une politique des tarifs qui viserait à exercer une pression sur l'inflation anticipée par le marché, donc sur les taux longs, donc sur l'inflation anticipée par le marché, donc qui pourrait venir compromettre d'une part la bonne tenue de l'économie américaine, et d'autre part exercer une pression sur les primes de risque des indices actions. Le Nasdaq et le S&P 500 sont bien naturellement sensibles aux mauvaises nouvelles sur les performances des entreprises sur les 12-24 prochains mois, mais bien entendu que les taux d'intérêt longs sont aussi une variable à prendre en considération. Si on avait des taux d'intérêt longs qui dépassaient la barrière des 5%, ceci pourrait créer une pression aussi sur la valorisation des indices actions. Pour comprendre tout ceci, il va être important pour nous d'analyser les risques d'un point de vue hebdomadaire et dans un premier temps les risques systémiques. Nous regardons les risques systémiques, nous les analysons, nous nous référons à des papiers académiques qui nous permettent tout simplement de répondre à divers types de questions, à savoir est-ce qu'on a du risque aujourd'hui sur les marchés financiers, risk on, risk off. Si le marché est risk off, est-ce que c'est lié à une capitulation du marché? Est-ce que c'est lié à un effondrement du marché? Véritablement à ce qu'on appelle en anglais un bear market, c'est-à-dire une baisse des marchés qui est significative et qui est durable.
ou est-ce qu'on est tout simplement dans un marché haussier, risk-on, ou un marché d'ajustement? On essaye de répondre à toutes ces questions en analysant différents périmètres du marché. Le premier périmètre que l'on va regarder, c'est le S&P 500 et ses éléments. Donc cet indicateur ici, c'est tout simplement un indicateur qui analyse la corrélation entre tous les stocks du S&P 500. L'histoire montre quand cette corrélation entre les stocks du S&P 500 augmente de manière anormale, nous avons eu dans l'histoire des mouvements de marché à la baisse relativement importants et durables. Nous avons une limite ici, qui est tout simplement cette ligne marron foncé. Au-dessus de cette ligne, on est dans un univers de risque systémique. Le marché est risk-off selon cette méthodologie. C'est-à-dire qu'on a une augmentation anormale des corrélations. On a un marché qui ne fait plus la rotation sectorielle, mais qui capitule. C'est-à-dire c'est un sell-off, et un sell-off de tous les titres du S&P 500, de tous les secteurs. Et pour le coup, on rentre dans un marché qui est baissier, et la baisse peut être durable et violente. Ici, nous avons un deuxième indicateur qui est l'absorption ratio de Kritzman-Henley. C'est un indicateur qui est intéressant parce qu'il répond à la même question que l'indicateur précédent, mais avec un horizon de temps qui est un petit peu plus long. Il est plus stable et la méthodologie est différente. Mais il répond à la même question. Ici, la méthodologie, c'est tout simplement une PCA. On va tout simplement essayer de projeter deux univers par réduction de la matrice S&P 500 de ces titres. Et on va tout simplement avoir deux univers, un univers minimaliste tout petit qui pourrait correspondre à peu près à 25 titres du S&P 500 et un univers PCI un peu plus large qui pourrait correspondre à 50 titres. Et on va comparer la variance de ces deux univers et si la variance est proche, donc ce ratio va converger vers 1, on a une augmentation de l'absorption ratio, donc on a une augmentation de cet indicateur et il devient risk-off. Puisqu'en règle générale, quand on a une augmentation de ce signal, nous avons toujours eu par la suite des drawdowns significatifs sur les marchés actions. Quand il baisse à un niveau bas ou ne monte pas, nous sommes risk-on. C'est le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui, malgré la chute de Nvidia hier. Ici, c'est un autre indicateur qui répond aussi à des questions de savoir est-ce qu'on peut s'attendre à un bear market, mais cet indicateur va analyser cette fois l'ensemble des places boursières au niveau mondial. Il va regarder, observer bien entendu Wall Street, il va observer la bourse de Londres, il va observer le CAC 40, il va regarder la bourse allemande, la bourse Hong Kong, la bourse japonaise. Il va regarder si ces bourses sont très corrélées actuellement sur une base journalière, anormalement corrélées et en même temps volatiles. Donc nous avons un index qui intègre deux éléments, les corrélations des places boursières et la volatilité. Et quand cet indicateur basé à 100% augmente fortement, on considère que nous sommes dans un mode risk-off sur le marché. Donc ici, nous avons une limite qui est à 20. Au-dessus de 20, l'indicateur est risk-off. En dessous de 20, l'indicateur est risk-on. Il faut juste savoir que la plupart du temps, cet indicateur est risk-on, en dessous de 20. Il est relativement stable. Ce qui est pour nous très important en tant que gérant d'actifs, c'est d'avoir un indicateur qui est peu fréquemment risk-off et qui nous donne un signal durable. C'est la mission de cet indicateur. Nous le suivons et nous l'intégrons dans la gestion de notre portefeuille. Nous regardons les momentum et nous regardons ce type d'indicateur risk-on, risk-off pour savoir s'il faut ou pas couper par exemple les indicateurs momentum et véritablement tout mettre en cash dans le portefeuille. Ce type d'indicateur est fondamental pour identifier un bear market. La question qui se pose aussi est de savoir est-ce qu'on a un transfert du risque action, du marché des actions, sur d'autres classes d'actifs. Pour répondre à cette question, nous allons analyser ici tout simplement l'indicateur de Lee et Kreutzmann, qui est un indicateur de distance qui va mesurer tout simplement la distance du comportement des prix des actions, des obligations d'État, des obligations investment grade, des commodities, du real estate. Et si la distance comportementale grandit, cet indicateur va monter vers 100, et donc dans ce cas-là, il suggère des turbulences fortes cross-asset sur l'ensemble des marchés. Et donc, en règle générale, l'indicateur montre qu'il anticipe des événements comme la guerre en Ukraine, le Covid,
la crise financière de 2008. Donc il faut sortir de risque. Voilà. C'est un indicateur qui complète l'analyse que nous suivons aussi de manière très régulière. Pour essayer de voir si on a un transfert de risque aussi sur d'autres classes d'actifs, on va regarder le marché de la volatilité, c'est important. On va regarder le VIX. Nous considérons ici à droite sur le slide que lorsque le VIX est au-dessus de 35, nous sommes en mode risk off. En dessous de 35, nous sommes en mode risk on. C'est intéressant, on peut suivre le risque, le VIX en tant qu'indicateur de risque. Il est intéressant de noter que hier, Nvidia a perdu 17%, le Nasdaq 3%, le VIX est monté à 22 et redescendu à 28. Il n'y a pas eu de transfert de risque. C'est assez important dans une journée comme hier de se dire qu'on n'a pas un transfert de risque, on n'est pas dans un marché qui panique. Ici, sur la gauche, vous avez un autre indicateur de volatilité. On va analyser tout simplement la corrélation entre un portefeuille S&P 500 et un portefeuille S&P 500 hedgé systématiquement par des puts. Et lorsque ces deux portefeuilles sont très corrélés, à hauteur de 0,99, on considère qu'il n'y a pas de nécessité à protéger le portefeuille. En revanche, quand cette corrélation est à 0,9 ou en dessous, nous voyons que historiquement, nous avons des mouvements importants sur les marchés et que la correction est en règle générale importante et que la couverture du portefeuille devient très efficace. Alors certains investisseurs vont dire oui, mais au moment où cet indicateur va en dessous des 0,9, il est presque trop tard. C'est potentiellement vrai, mais pas toujours. Ici, la couverture devient trop chère par le biais des puts. Vous avez toujours l'option d'acheter des US Treasuries qui sont plus liquides et qui sont moins pénibles à intégrer dans un portefeuille et moins coûteuses. Cet indicateur, une fois de plus, nous le suivons aussi de manière régulière et dans des phases de marché complexes comme hier, comme le mois d'août 2024. Rappelez-vous, quand on avait les derniers mouvements de marché, cet indicateur nous a suggéré de ne pas sortir de risque. Il faut regarder aussi, pas que les indicateurs de risque, mais les momentum. Nous regardons ici les momentum à gauche sur les marchés actions, à droite sur les marchés obligataires d'État américains. Je vais uniquement aujourd'hui me concentrer sur la partie gauche de ce slide, uniquement sur le momentum US Equities versus obligations d'État américaines. Cet indicateur ici, qui est basé entre 0 et 100, il est risk-on aujourd'hui et nous dit qu'il faut être 100% investi dans le S&P 500. Lorsque cet indicateur est à 80, il faut être 80% investi dans le S&P 500 et 20% investi dans les US Treasuries, 10 ans US. Quand il est à 60, il faut être 60% investi dans le S&P 500 et 40% investi dans les US Treasuries. Et donc, vous aurez compris par définition, quand il est à 0, il faut être 100% investi dans les US Treasuries, puisque l'indicateur est 100% risk-off. C'est un indicateur momentum. C'est intéressant puisque parfois, il anticipe les mouvements de marché et parfois, il ne les anticipe pas. On parle de momentum un peu paresseux, c'est quand le marché est un peu paresseux, on a un momentum qui devient fragile. Il faut être vigilant parce qu'effectivement, il faut peut-être changer de classe d'actifs quand il n'y a plus d'upside, même si les indicateurs de risque systémique ne nous alertent pas. Ça peut arriver dans certains scénarios de marché. En règle générale, les indicateurs de risque systémique nous préviennent avant, mais ce n'est pas systématique. Donc sur ce slide, vous avez les indicateurs d'aversion au risque, côté américain sur la gauche, côté européen sur la droite. Comme vous pouvez le noter, nous avons un signal risk-off concernant le côté aversion au risque américain, alors qu'il est risk-on côté européen. Ceci n'est pas très étonnant dans une configuration de marché depuis le début de l'année où nous avons plus de volatilité sur les actifs américains, des performances moins bonnes en relatif par rapport au marché européen concernant les actifs risqués. Cet indicateur, il est calculé tout simplement sur la base d'une étude de la volatilité de l'ensemble des marchés, actions, volatilité VIX, obligations d'État, obligations investment grade, obligations high yield et aussi la déformation de la courbe des taux long terme. Tous ces éléments sont intégrés cross-asset dans un index en dynamique et on note qu'au-dessus de 50, on a une aversion au risque qui est significative. En dessous de 50, on a peu d'aversion au risque.
C'est de cette manière que nous suivons l'évolution de cette perception du risque par le marché. Il peut arriver, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on ait un signal risk-off concernant le sentiment du marché, et on n'a pas ce signal-là au niveau des techniques momentum et des indicateurs de risque systémique. Il n'y a pas de contradiction, c'est tout simplement une différenciation entre le sentiment du marché et la réalité des prix. Maintenant, nous allons passer ici aux indicateurs leading, économiques, macroéconomiques. Ils sont fondamentaux. Sur la gauche de ce graphique, vous voyez ici, alors ça peut vous paraître un petit peu, effectivement, vous avez des séries, des courbes. C'est tout simplement des séries dynamiques qui mesurent la vitesse d'accélération et de désaccélération du PMI manufacturier et du PMI services aux États-Unis et de l'inflation anticipée par le marché. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que historiquement, sur les 25 dernières années, lorsque l'accélération du PMI services et manufacturier monte, nous avons la même chose pour l'inflation anticipée par le marché. Ceci est totalement cohérent. Vous pourriez juste noter une chose, c'est qu'on a ici un trou. En 2022, au moment de la guerre en Ukraine, on a eu une décorrélation, une désincointégration de ces séries, qui était une anomalie, tout simplement puisqu'on a eu une inflation surprenante, exogène, générée par un choc exogène, et au même moment, on a eu un ralentissement de l'activité économique. Ceci est très rare, c'est lié à un choc exogène, et on ne l'a observé qu'en 2022. Aujourd'hui, vous voyez que l'accélération de l'économie réelle américaine continue d'augmenter au niveau des services comme au niveau manufacturier, et donc l'inflation anticipée par le marché accélère aussi. Sur le côté droit du graphique, vous voyez tout simplement la différence entre le taux de chômage américain et les salaires annualisés. C'est relativement intéressant puisque c'est la courbe en bleu ici. Lorsque cette série monte, ça veut dire que la probabilité d'avoir une récession liée à une détérioration du marché de l'emploi aux États-Unis augmente, donc le risque de récession augmente. Et quand cette série baisse, la probabilité d'avoir une récession liée par le marché du travail américain, elle diminue. Et aujourd'hui, vous voyez que le risque de récession diminue, alors même qu'en 2023-2022, elle augmentait. Probablement la raison pour laquelle des économistes, nombreux à l'époque, scénarisaient le risque de récession aux États-Unis, récession technique que nous avons eue en août 2022, si vous vous rappelez, on a eu une récession technique aux États-Unis sur les 2 premiers trimestres. Nous regardons aussi donc ici toujours en dynamique, donc c'est la vitesse d'accélération de la production industrielle manufacturière aux États-Unis. Quand la vitesse d'accélération augmente, en règle générale, le risque de récession s'éloigne de manière considérable. Quand cette vitesse d'accélération baisse et passe en dessous de 30, le risque de récession augmente. On observe qu'on a eu des récessions par le passé. Vous pouvez noter ici qu'effectivement, en 2023, nous avons atteint le seuil de récession concernant cet indicateur. Une fois de plus, raison pour laquelle certains économistes avaient une vision assez négative de l'économie américaine. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il est très constructif, très robuste. On est à 53, on est bien au-delà d'un seuil de récession. Si nous faisons la même analyse pour les ventes de détail aux États-Unis, là pour le coup, le signal reste très positif et depuis le Covid. Donc cet indicateur n'a à aucun moment donné soudoyé la réflexion d'une récession aux États-Unis. Il faut s'intéresser, comme je vous l'ai dit, on n'est plus en 2017 avec des taux d'intérêt long terme bas, avec une inflation basse, avec une réserve fédérale américaine qui démarre une réduction des taux d'intérêt, qui propose une augmentation des taux d'intérêt sur une base à 50 BP, à un niveau très très bas. On est dans un environnement très différent. Les taux d'intérêt 10 ans, les taux de mortgage sont à un niveau élevé, et ceci depuis 2 ans. L'économie américaine absorbe avec brio de tels niveaux d'intérêt. C'est ce qu'on peut observer ici. Vous avez ici, toujours pareil, la dynamique des building permits aux États-Unis, donc des permis de construire américains, sur la gauche. Et sur la droite, vous avez tout simplement les démarrages de chantiers de maisons, ce qu'on appelle les housing starts. Les ventes de maisons neuves. Et effectivement, vous voyez dans les 2 cas aujourd'hui, nous sommes à des niveaux très élevés, très éloignés du seuil de récession. Ceci étant, vous notez qu'effectivement, en 2023-2024,
On avait une fragilité de ces indicateurs. On était même pour l'un véritablement en seuil de récession. Ceci était beaucoup plus inquiétant que les autres indicateurs parce qu'ils s'accompagnaient de taux d'intérêt élevés. Et donc la question qui se posait à ce moment-là, c'est est-ce que finalement l'économie américaine arrive à absorber des taux d'intérêt élevés? Et donc, effectivement, les soucis étaient importants, ce pourquoi le marché en août 2024, l'année passée, était fébrile, fragile. Nous étions plus inquiets qu'aujourd'hui, puisqu'effectivement, nous étions dans ce scénario. Aujourd'hui, nous voyons que les choses vont beaucoup mieux pour l'immobilier américain. C'est encourageant. La question, c'est pendant combien de temps l'économie immobilière américaine va pouvoir continuer d'absorber des taux d'intérêt élevés à long terme. Ici, nous faisons la même analyse pour les ventes de logements existants. C'est important de regarder aussi, et pour les new home sales, et tout simplement les nouvelles ventes de nouveaux logements aux États-Unis. Vous voyez que ces indicateurs sont aujourd'hui, pareil, très très constructifs, très robustes, alors que dans le passé, effectivement, on avait une faiblesse, surtout pour les new home sales, au même titre que les building permits. Donc il faut regarder ces indicateurs. Il faut les regarder puisque ici, bien que nous ayons sur ce tableau une économie américaine, un taux de croissance, chacune des rubriques, très résiliente, très robuste, il faut regarder le niveau ici des taux hypothécaires. Nous sommes à 6,16, à un niveau relativement élevé. Il faut le prendre en considération, puisqu'il est élevé par rapport à sa moyenne historique. Ceci ne veut pas dire que le niveau n'est pas acceptable. La question est de savoir, est-ce qu'on est à un prix qui est justifié ou pas? Est-ce que l'économie américaine peut absorber de telles choses? Et est-ce que la politique de Donald Trump est bienvenue dans ce contexte aujourd'hui? La Réserve fédérale, elle, va discuter de tout ça mercredi. Probablement au niveau américain, on n'aura pas de baisse de taux, puisque, comme on vient de l'établir, l'économie américaine se porte très bien. Vous notez ici que sur la droite de ce slide, on a une diminution de la balance sheet, de la taille du bilan de la Réserve fédérale américaine, qui est extrêmement graduelle. Et elle est de plus en plus graduelle. Elle le fait, je dirais, de manière très accommodante, puisque je pense que la Réserve fédérale américaine ne souhaite pas réduire trop vite la taille de son bilan au risque de créer mécaniquement des pressions sur les taux longs, qui pourraient compromettre la bonne tenue de la santé de l'économie américaine et notamment du marché immobilier américain. Maintenant, il est question de regarder un horizon de temps un peu plus long, 3 mois à 12 mois, avec une autre méthodologie, une méthodologie qui est factorielle. Ce sont d'autres modèles que nous avons sous la main chez Finance Lab, qui nous permettent de définir des prix target. Ici, nous avons fait l'exercice donc au mois de décembre 2024. Nous avions ici les prix observés pour chaque classe d'actifs, le S&P 500, les taux, le dollar, l'or, les niveaux des spreads de crédit, le VIX et le Gold. Et l'idée pour nous, elle est sur la base de nos méthodologies 3 mois à 6 mois et 12 mois, de définir un prix target pour les 6 prochains mois. Le prix target que nous avions défini, que nous maintenons pour le S&P 500, était de 6500. Sur une base 6000, ça veut dire peu d'upside. Ça veut dire qu'on anticipait, et toujours, on reste dans ce scénario, une croissance américaine modérée qui pourrait éventuellement s'accélérer. Je vais revenir sur ce point dans quelques instants. Concernant le taux 10 ans US, nous étions à 4,56. On pense que le taux qui nous paraîtrait tout à fait avenant serait 4%. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous pensons que la probabilité d'avoir un taux qui converge vers 4% est beaucoup plus forte que de voir un dépassement des 5% de manière durable. Nous faisons comment? Nous avons pour chaque classe d'actifs, ici, le taux 10 ans US, les TIPS, les investment grade, le high yield, la dette émergente, le dollar, le gold, et aussi, je vous en parlerai plus tard, pour le S&P 500. Et chaque secteur du S&P 500, nous avons des facteurs, une cinquantaine de facteurs techniques, qui peuvent être tout simplement l'accélération du PMI, l'accélération de la croissance, l'accélération ou la désaccélération de l'inflation anticipée par le marché. Toute une série de facteurs qu'on va sélectionner par le biais de modèles économétriques. Pour les connaisseurs, on va utiliser des régressions de Lasso et de Rich
pour chaque classe d'actifs pour sélectionner les facteurs, les bons facteurs correspondants. Et on va pouvoir, sur cette base, par rapport à une situation observée, définir ici un juste prix. Par exemple, donc au 30 novembre, nous étions à 4,2 pour le taux 10 ans US. On a défini un juste prix à 3,9. Voilà. Et sur la base de ceci, comme on a le set de facteurs, on a la connaissance de ce set de facteurs et la maîtrise et la bonne correspondance des bons facteurs qui permettent d'expliquer, on peut tout à fait observer le comportement de ces facteurs et des séries historiquement dans des périodes de récession fortes, faibles, 9 mois avant la récession, après la récession, pendant les périodes de croissance forte, pendant des périodes de croissance modérée, pendant des périodes de croissance faible. On peut définir différents scénarios. Ici, on en a défini 4. Croissance forte, croissance modérée, scénario 2. Scénario 3, récession modérée. Scénario 4, récession forte. Et sur la base de ça, on peut tout simplement, par le biais de shock models, on peut tout simplement mesurer la sensibilité et définir des prix target. Et par exemple ici, pour le taux 10 ans US, comme vous le voyez, dans tous les cas de figure, on voit que le taux devrait être en dessous des 5%. 4,4 dans un scénario de croissance accélérée et 2,9 dans un scénario de récession très forte. Et nous, aujourd'hui, on s'est positionné entre une croissance forte et une croissance modérée, et nous l'avons positionné à 4. Nous avons fait de la même sorte pour les autres classes d'actifs. Donc nos prix target ne sortent pas de notre chapeau par hasard, il y a une méthodologie, il y a des modèles, il y a une réflexion, et on utilise ceci dans le cadre de notre allocation d'actifs et dans la gestion de nos portefeuilles pour essayer d'avoir une vision de scénario pour essayer de définir une allocation tactique. La question qui se pose, bien entendu, quand on fait ce travail ici, c'est est-ce que les actions américaines sur la partie gauche de ce slide sont chères, pas chères? C'est une grande question qu'on se pose tout le temps. Est-ce qu'on est dans une bulle? Est-ce qu'ils sont surévalués, sous-évalués? Ici, c'est tout simplement un modèle factoriel qui va tout simplement calculer le price to book de toutes les actions américaines, quelle que soit leur taille, qui sont cotées en bourse. Et on va regarder tout simplement 3 facteurs: return on equity, l'inflation headline et les credit spread en réel. Et on va tout simplement expliquer cette série sur la base de ces facteurs. Et aujourd'hui, on pourrait considérer effectivement, selon ce modèle, que les actions américaines sont chères. Donc ici, vous avez maintenant un autre slide qui permet tout simplement de regarder sur la gauche l'évolution du PI. Alors beaucoup d'analystes suivent cet indicateur. Comme vous pouvez le noter, si vous suivez cette méthodologie, on pourrait considérer aujourd'hui finalement que le S&P 500 n'est pas si cher. En revanche, si vous regardez sur la droite un modèle de prime de risque qui est fonction du coût du capital, qui est aussi fonction des taux d'intérêt longs, qui est aussi fonction de la croissance économique américaine et de l'inflation, donc c'est un modèle qui est plus complet, vous voyez, on retrouve le résultat du modèle précédent de facteurs, on retrouve le résultat où effectivement le S&P 500 est overvalue, il est cher. Ce résultat est fondamental. Il est fondamental parce qu'il explique la journée d'hier avec Nvidia. Si nous appliquons exactement la même méthodologie pour Nvidia, nous aurons exactement le même résultat à la date d'hier ou de vendredi. À savoir que effectivement, si les taux d'intérêt longs montent, des titres qui sont surévalués vont être sensibles à ces événements et vont baisser, au même titre que si les cash flows des performances attendues des résultats de ces sociétés sur les 12-24 prochains mois sont revus à la baisse avec la venue d'un nouveau concurrent, alors oui, effectivement, on a un ajustement immédiat du marché, alors même qu'il n'y a pas de risque systémique sur le marché, alors même que le VIX est en dessous de 35, en dessous même de 20. Il s'agit tout simplement d'une vente qui est liée à un ajustement du marché lié à sa cherté et non d'un sell-off et non d'un bear market. Et c'est important d'intégrer cet événement par rapport à ce type de méthodologie puisqu'elle répond véritablement à des questions, à savoir en 2025. Je ne vais pas dire que ça va être une année trop facile, elle sera même peut-être plus complexe que les autres, puisqu'il va falloir non seulement intégrer la notion de rotation sectorielle, mais il faudra aussi intégrer peut-être cette notion de cherté de certains actifs par rapport à d'autres actifs,
et essayer d'intégrer l'implication des taux longs, l'implication des mauvaises annonces de résultats, on risque d'avoir une rotation sectorielle bien plus importante cette année. Le taux 10 ans US, quant à lui, pour nous, il est pas aussi cher que le S&P 500. On aurait même plutôt tendance à dire qu'il est bien évalué, et voire même, si on regarde fin novembre et aujourd'hui, on considérerait même qu'il devient attractif. Alors là, on a une divergence. D'un côté, des actions qu'on pourrait considérer plutôt chères, et de l'autre côté, on aurait des obligations d'État à 10 ans qui, selon une méthodologie de facteurs, une méthodologie factorielle explicative, qu'on pourrait considérer de plutôt attractif. Et pour ce faire, comme je vous l'ai dit, donc on a scénarisé avec 4 scénarios de marché, on a défini des projections, et pour cela, on veut utiliser des modèles. On veut utiliser tout simplement l'analyse en dynamique de la politique monétaire américaine, et comme vous pouvez voir, cette série en rose ici est totalement intégrée à la dynamique du taux 10 ans US. Je vous donne un exemple ici, juste pour le taux 10 ans US. Ici, c'est les autres facteurs. C'est quand vous avez une accélération du PMI américain, vous avez une accélération du taux 10 ans US. La même chose pour les services. Lorsque vous avez une accélération de la valorisation des actions, en règle générale, on a une accélération du taux 10 ans US. Quand vous avez une accélération de la corrélation entre les actions et les obligations, on observe le même phénomène en dynamique pour le taux 10 ans US. Et lorsqu'on a une accélération du sentiment du consommateur américain, on observe une accélération du taux 10 ans US. Ça s'appelle les éléments, les facteurs prédominants que nous avons observés aujourd'hui pour expliquer le niveau du taux 10 ans et que nous utilisons pour faire nos projections. Nous n'allons pas présenter dans la présentation tous les facteurs pour toutes les classes d'actifs, mais nous avons pour chaque classe d'actifs, pour chaque secteur du S&P 500 actions, nous avons un set de facteurs comme celui-ci qui permet tout simplement de voir quels sont les drivers actuels du marché et qui nous aide justement à essayer de scénariser, modéliser le marché. Tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour faire non pas un exercice de style, de compétences, de technique, non, loin de là. Tout ceci pour essayer de voir comment nous pourrions intégrer ces éléments dans un portefeuille et essayer de voir de quelle manière nous pouvons retranscrire nos vues de marché, nos convictions, nos modèles quantitatifs un jour à un mois, comment nous pouvons faire refléter ceci dans un portefeuille multi-asset class en dollars. Et c'est l'exercice qu'on va vous proposer aujourd'hui dans le cadre du lancement de notre AMC multi-asset class Continental format fonds. On va essayer de travailler différents types de thèmes, la rotation des classes actifs, la rotation des secteurs du S&P 500, et tout simplement, le marché est-il risk-on, risk-off? Est-ce qu'il faut effectuer du levier ou pas sur ce type de marché? Est-ce qu'il faut sortir complètement du risque de manière brutale? Est-ce qu'on a de bonnes raisons de le faire? On va jouer ces thèmes. Pour jouer ces thèmes, nous allons utiliser ici, vous le voyez dans le tableau, ce qu'on appelle le fund building block en anglais, à savoir nous allons utiliser 4 blocs, 4 stratégies différentes. Nous allons utiliser une technique momentum, c'est le premier silo du tableau, qui correspond à 25% du portefeuille, où on va investir tout simplement dans les meilleurs ETF des classes d'actifs en dollars. Et c'est quelque chose que l'on va faire, on va essayer d'identifier les meilleurs performeurs, on va investir dans ces ETF. C'est 25% du portefeuille. Ensuite, ici, on va essayer de jouer la rotation sectorielle avec des primes de risque factor investing et des primes de risque oversold. Je vais rentrer un peu plus dans le détail dans quelques instants. Ceci correspond à 50% du portefeuille. Et 25% du portefeuille qui reste, on va tout simplement essayer de jouer le modèle risk-on, risk-off, S&P 500 versus US Treasuries. On va tout simplement essayer de regarder s'il n'y a pas de risque sur le marché. Il est pleinement risk-on. On va pleinement investir dans le S&P 500 et on va même s'autoriser du levier. Et si par contre on observe du risque ou on anticipe du risque, ou nos indicateurs nous suggèrent de baisser le risque, nous allons tout simplement baisser le levier ou tout simplement investir massivement dans les futurs US Treasuries pour protéger le portefeuille. L'idée, elle est de proposer tout simplement le tableau que vous avez en dessous, des allocations qui peuvent paraître agressives, puisque si vous regardez par exemple au mois de janvier, nous sommes 72% investis
en actions, 40% en US Treasuries, 8% en high yield et 8% en emerging debt. Ça fait un total de 130%, à savoir on a un levier de 1,3. L'idée, elle est de dire, on va investir dans des ETF et des futurs, on va investir sur une base 100 francs, 100 dollars, puisque le portefeuille est en dollars, sur une base 100 dollars, 75% de dollars vont être investis dans des ETF, et les 25% de dollars restants vont être en cash investis dans des futurs. Voilà, avec un effet de levier, de manière à essayer de jouer le potentiel de croissance des actions ou de protéger le portefeuille. Ici, vous observez très rapidement les performances. On essaye d'avoir des performances qui soient bonnes en relatif à des benchmarks comme UBS, BlackRock. Nous avons un peu de levier par rapport à ses concurrents, bien entendu. Donc, l'outil de comparaison est bien entendu un petit peu limité, mais nous ne proposons pas plus de risques et nous prétendons, enfin, nous allons essayer de faire en sorte de ne pas proposer plus de risques, voire même avoir moins de risques dans les portefeuilles. Comme vous pouvez l'observer depuis le début de l'année, nous sommes à 5,5. UBS à 2,6. C'est assez intéressant, c'est au cours de clôture de vendredi, j'ai regardé ce matin, nous sommes à 5,6, UBS est à 1,6. Tout simplement parce que le portefeuille, dans notre cas, comme nous allons le voir dans quelques instants, est investi dans des secteurs défensifs depuis le début de l'année et on a une grosse protection en US Treasuries. Comme vous pouvez le voir ici sur ce tableau, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une value at risk qui est inférieure à celle d'un 60-40, c'est notre objectif. On ne le garantit pas, bien sûr, mais c'est notre objectif et notre mission, c'est d'avoir des performances meilleures qu'un 60-40 et une value at risk inférieure. La construction du portefeuille, je revenais, en ce début d'année, comme je vous l'ai dit, nous avons une partie investie dans des futurs US Treasuries, 32%, et on est très content d'avoir aujourd'hui. On a 22% dans le futur S&P 500. Et après, quand vous regardez la répartition sectorielle, nous ne sommes pas investis dans la tech et dans les telecom services, tout simplement puisque nous avons, fin décembre, réfléchi et pris la décision d'investir plutôt systématiquement dans des primes de risque oversold et des primes de risque à faible volatilité pour un portefeuille en début d'année leveragé, mais exposé, je dirais, à des mouvements de marché potentiels moindres. Vous avez ici la répartition du portefeuille, vous avez les éléments de prise de décision sur les futurs, donc nos modèles de risque et nos convictions à 3-6 mois que je vous ai présentés avant. Ici, vous avez les primes de risque correspondantes pour les secteurs, momentum, faible volatilité, oversold. Et donc, on explique ici, mois après mois, quelles primes de risque ont été utilisées pour construire le portefeuille, pour expliquer la performance. Pour vous donner un exemple très concret, le 19 décembre ici, nous observons effectivement que certains secteurs ont été survendus. Materials, industriels, santé, énergie et consumer staples. Et de facto, vous voyez que d'autres secteurs se sont très bien comportés. La technologie, les services télécommunications et consumer discretionary. Nous avons choisi de dire, nous n'allons pas investir dans ces secteurs qui ont très bien performé au mois de décembre, qui étaient les seuls. Nous allons investir dans des secteurs qui ont été survendus, dans un contexte où il n'y a pas de risque systémique. Et nous avons fait ce pari qui paye en règle générale et qui paye bien au mois de janvier. À la fin de ce mois, nous allons revoir notre copie et ces primes oversold auront été consommées. Nous allons nous orienter sur d'autres primes, je vous le donne en primeur, qui devraient être probablement, à mon sens aujourd'hui, des primes faible volatilité et momentum. Et on va toujours protéger le portefeuille avec des US Treasuries parce que nous avons la conviction que les US Treasuries peuvent protéger les portefeuilles aujourd'hui plus que jamais. Nous regardons bien entendu pour jouer cette rotation sectorielle si les secteurs sont chers et pas chers, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un portefeuille long only, donc nous n'allons pas shorter le marché. Et de toutes les façons, nous savons que historiquement, les secteurs qui ont été survendus peuvent être intéressants en l'absence de risque systémique d'être achetés. En revanche, quand les secteurs sont surévalués, quand les secteurs sont surachetés, ça peut durer longtemps. Il ne faut pas les shorter. Ça ne paye pas et on a fait toutes les études, on a suivi toutes les études académiques, c'est pas rémunérateur. Sur ce slide, le dernier, c'est tout simplement ici, comme je vous avais dit tout à l'heure sur la gauche, nous avons une analyse factorielle que nous faisons pour les classes actives.
Nous faisons la même pour les secteurs du S&P 500. L'idée pour nous, elle est de définir 4 scénarios: forte croissance, croissance modérée, faible récession, forte récession. Et on va faire la même mécanique factorielle. On va essayer d'utiliser notre savoir-faire pour essayer de voir, en faisant un ranking, quels sont les secteurs du S&P 500 qui devraient mieux performer dans un scénario de forte croissance économique aux États-Unis, croissance modérée ou forte récession. On voit ici qu'en cas de forte croissance économique aux États-Unis, nos modèles nous suggèrent d'investir dans l'énergie, dans les financières, dans le telecom services. Je noterai au passage que depuis le début de l'année, l'énergie performe relativement très très bien et qu'on pourrait se poser la question à savoir si effectivement le marché n'anticipe pas une forte croissance de l'économie américaine. Et dans un scénario par opposition de forte récession, l'énergie serait en bas du classement. Donc il ne faudrait pas investir en énergie, il faudrait plutôt investir dans les utilities, services publics, et dans la consommation discrétionnaire ou staples, et dans le healthcare, les secteurs un peu plus défensifs. Donc ça, c'est tout simplement les rankings proposés dans le cadre d'une analyse macroéconomique factorielle par scénario. C'est sur la gauche de ce slide. Sur la droite du slide, vous avez une analyse complémentaire, fondamentale, très différente, qui va tout simplement établir le ranking par des primes de risque factor investing et définir le ranking, 1 étant le meilleur et 10 le pire, prime de risque momentum, faible volatilité, quality par le return on asset, par le niveau de dette sur le BDA, la value en regardant différents critères de value. Et vous voyez effectivement que si on veut suivre un indicateur momentum, il aurait suggéré à la fin du mois de décembre d'investir dans le Consumer Discretionary Telecom Services Infotech. Si par contre on avait suivi un indicateur low vol, ce que nous avons fait, plutôt investi en Consumer Staples, Healthcare, Industrial Materials, ce que nous avons fait. Si on choisit la qualité, on va regarder plutôt effectivement Infotech ou Consumer Staples. Et si vous choisissez la value, c'est plutôt Energy Utilities. Nous avons choisi low vol au mois de décembre comme facteur prédominant pour définir notre portefeuille et, comme je vous l'ai montré ici, oversold. Voilà. C'est donc une manière de dire que nous sommes totalement transparents dans la construction de ce portefeuille. Donc l'objectif n'est pas de prendre des risques démesurés en ayant cet effet de levier. L'objectif est véritablement de gérer les risques et justement de profiter de ces opportunités de marché que nous avons, ces convictions fortes quand nous pensons effectivement que nous avons une fenêtre pour investir dans les obligations d'État américaines à long terme parce que nous pensons qu'elles peuvent être cette année très décorrélées aux actions. Et donc c'est une manière de construire le portefeuille et de faire apparaître nos convictions, le résultat de nos méthodes, et de pouvoir justifier, c'est-à-dire non pas d'avoir une black box, mais bien au contraire, d'avoir un portefeuille structuré, construit, répondant à des signaux et des convictions. Je termine cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Le lancement de cette AMC est en cours et les investisseurs sont tous les bienvenus pour participer à cette aventure. Nous avons aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous accompagner en bilatéral sur le domaine Outsourcing CIO Office. Si vous avez des questions, puisqu'aujourd'hui nous avons été très rapides, nous avons abordé que 25% de ce que nous pouvons faire. Nous avons des sessions très spécifiques sur chaque classe d'actifs. Nous avons aussi des choses comme des long-term capital market assumptions et des portefeuilles stratégiques à long terme que nous proposons. C'est des choses qui viennent en plus, que nous n'avons pas eu le temps de vous présenter aujourd'hui. Ce n'était pas l'objectif. Il y aura d'autres sessions webinaires. Je me réjouis de vous les présenter à l'avenir. Et une fois de plus, de revenir sur nos résultats, nos convictions, regarder si ça marche et pourquoi ça marche. Et si ça ne marche pas, nous avons de la sous-performance, essayez de l'expliquer et d'en tirer des conclusions. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle journée.